Et début de tournage, allez savoir, les découvertes scientifiques portent-elles vraiment le nom de leurs auteurs? Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez savoir, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui au programme nous allons parler de la loi de Stigler qui stipule qu'une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur. Mais bien sûr, alors comme ça Thalès a pas fait le théorème de Thalès, Pythagore a pas fait le théorème de Pythagore et Monsieur Général n'a pas fait la relativité générale. Et la marmotte a mis le chocolat dans le papier d'alu, hein. Oui, alors bon, vous vous souvenez peut-être de notre dernier épisode de Sachez-le sur la guillotine qui n'a pas été inventé par Monsieur Guillotin. Et ben malheureusement cela se vérifie dans beaucoup de choses dont les 3 exemples que tu as cités. Ah, elle est bien bonne celle-là. Du coup, est-ce que c'est Monsieur Restreint pour la relativité restreinte? Non mais c'est pas la peine d'insister, bon, il s'est trompé, il savait pas. Ça arrive. Bah pourquoi? C'est pas Monsieur Général? Non mais il va falloir que tu nous expliques là, c'est qui ton Monsieur Général? Mais si, tu sais, celui qui a fait les grades militaires et puis qui après s'est reconverti dans les banques, enfin les sociétés. Eh ben, tu sais ce qu'on dit à propos de l'espoir? Il n'apporte que le malheur. Ah, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et sur cette somptueuse lueur d'espoir, générique. Au passage, avant que l'épisode ne commence vraiment, je voudrais préciser que quand nous allons parler de science dans nos explications, j'inclus bien évidemment les mathématiques, la médecine par exemple, comme des sciences. Quand nous allons parler de science, c'est au sens général du terme, et pas spécifiquement sciences dites physiques, comme nous pouvons parfois l'interpréter, et surtout que nous allons principalement évoquer des lois mathématiques et ou physiques dans cet épisode. Par contre, je fais bien référence à des sciences que je qualifierais de conventionnelles et cadrées. Vous voyez où je veux en venir? Pas comme ceux qui prétendent que Vénus passe devant la Lune. Stephen Max Stigler a énoncé la loi d'éponymie de Stigler qui formule « Une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur ». Stephen Max Stigler est un statisticien américain né en 1941. Il a été professeur de statistique à l'université de Chicago et est connu pour être l'auteur de plusieurs publications. Il a notamment travaillé sur l'histoire des statistiques. Il a également utilisé sa plume pour parler de l'histoire des sciences avec cette fameuse loi de Stigler, publiée en 1999 que nous allons plus amplement développer. Effectivement, rares sont les lois scientifiques qui portent le nom de leur auteur original, tel le théorème de Pythagore ou encore celui de Thalès. Sans compter que parfois il y a plusieurs initiateurs et que certains sont omis, telle la découverte du boson de Higgs. Concernant le théorème de Pythagore, il était connu des Babyloniens. La tablette de Plimpton 322 venant démontrer que l'utilisation et la compréhension du théorème de Pythagore datent de bien avant le dit personnage. Les Babyloniens maîtrisaient la trigonométrie et même les triplets pythagoriciens. Afin de comprendre tout cela, faisons un petit rappel du théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On nomme alors les triplets pythagoriciens les 3 chiffres dont le plus élevé au carré est égal à la somme des carrés des 2 autres chiffres. Et justement, concernant la tablette de Plimpton 322, on retrouve des triplets pythagoriciens, et en plus pas forcément les plus simples. Et faisons un petit point sur les dates. Pythagore de Samos est né aux environs de -580 avant Jésus-Christ, et la tablette de Plimpton date de 2000 à 1600 ans avant Jésus-Christ, soit un peu plus de 1000 ans avant la naissance de Pythagore. Du côté des Égyptiens, nous n'avons aucune preuve de la connaissance de ce calcul mathématique, mais au vu des connaissances mathématiques qu'ils avaient, il est fort probable qu'ils aient maîtrisé la chose. D'ailleurs, dans les papyrus liés aux mathématiques égyptiennes, nous retrouvons le théorème de Thalès, avant la naissance de celui-ci. D'ailleurs, devinez où est allé Thalès avant d'énoncer son théorème? En Égypte, pardi. Coïncidence? Oh, je ne crois pas. Bon, ça c'est le raisonnement d'un complotiste, mais nous n'avons pas de preuve qu'il ait eu l'idée de cette notion mathématique en Égypte. Nous avons notamment les traces que les Babyloniens maîtrisaient également le théorème de Thalès, toujours avant Thalès. Pour conclure sur les mathématiques grecques, nous savons qu'ils ont été inspirés des travaux égyptiens, mais aussi des peuplades de Mésopotamie, dont principalement des Babyloniens, d'où le fait que j'ai un peu insisté sur l'Égypte et Babylone. Ainsi, nous pouvons déjà énoncer que ce n'est pas parce qu'une loi, un théorème ou autre énoncé scientifique porte le nom de quelqu'un que c'est forcément l'auteur original. Traversons maintenant le temps pour arriver à des temps plus proches de nous. Nous sommes dans les années 60 du XXe siècle.
Le modèle de la physique standard est en place, mais en poussant ces équations et interprétations, les scientifiques découvrent que les particules n'ont pas de masse. Ce qui est complètement absurde, car nous observons bien que chaque chose a une masse et que nous sommes même capables de mesurer le poids des particules les plus élémentaires. Les physiciens vont logiquement trouver cela incohérent vu qu'il y a une contradiction entre la théorie et les observations. Ils vont donc plancher sur les équations de notre physique moderne pour trouver où nous nous étions trompés. Jusqu'à ce que 3 jeunes physiciens décident d'essayer de comprendre les équations du modèle de la physique standard. 2 physiciens belges, François Englert et Robert Brout, vont publier un papier en juin 1964. Séparément, le physicien écossais Peter Higgs va publier un papier équivalent à celui de ses confrères en août 1964. Les 2 papiers ont une même idée. Nous interprétons mal l'observation et les équations sont justes. Ils théorisent une particule et un champ qui vont apparaître avec le Big Bang. Ce fameux champ, qui est appelé champ de Higgs, est ce qui donne la masse aux particules. Concernant la particule qu'ils vont théoriser, c'est le boson de Higgs, qui est, pour faire simple, la particule qui est associée au champ de Higgs. Certaines particules ont du mal à se mouvoir dans ce champ de Higgs, et sont donc très lourdes, tandis que d'autres y sont très peu sensibles et seront donc très légères, voire carrément ont un poids nul, c'est le cas par exemple des photons. Ainsi, ce ne sont pas les particules qui ont une notion de masse, mais la notion de masse est due à l'interaction de la particule avec le champ de Higgs. Ainsi, cette théorie indique que nous interprétons mal ce que nous observons. C'est un peu complexe et vous pouvez retrouver une vidéo de Thinkerview où Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, revient plus longuement sur le boson de Higgs et l'histoire de sa découverte. Nous avons depuis Galilée 2 types de physique. La physique théorique, où on fait des expériences de pensée pour théoriser des lois, puis nous avons la physique expérimentale où les scientifiques vont chercher à essayer de prouver, par l'expérience, les lois de la physique théorique. Pour le boson de Higgs, nous avons 3 scientifiques qui vont la théoriser en 1964. Puis plus récemment, au LHC, le grand collisionneur de Hadron, un accélérateur de particules près de Genève, nous avons une ribambelle de scientifiques et d'ingénieurs qui ont tenté de détecter le boson de Higgs, ce qu'ils parviendront à faire en 2012. Ainsi, pour cette découverte, nous avons une multitude de personnes qui ont permis sa découverte. Et pourtant, nous ne retenons que le champ de Higgs et le boson de Higgs qui font référence au physicien Peter Higgs, qui n'est qu'un auteur parmi tant d'autres. Heureusement, dans le monde purement scientifique, les physiciens parlent aussi de mécanismes, Brout, Engler, Higgs, Hagen, Gurlanic, Kibble. Car oui, en fait, l'histoire parle de 3 auteurs, mais durant l'été 1964, ils ont en fait été 6 à théoriser ce champ de Higgs. Mais 3 d'entre eux ont été un peu plus oubliés que les autres. Pour la petite anecdote, en 2013, Peter Higgs et François Englert vont recevoir le prix Nobel de physique. Robert Brout ne l'obtiendra pas car le prix Nobel ne peut être donné qu'à des gens en vie, et malheureusement, il n'était plus parmi nous à ce moment-là. Bref, que cela soit l'Antiquité ou aujourd'hui, cette loi de Stigler, qui stipule qu'une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur, est plutôt vraie. Dans sa publication, Stigler parle notamment des statistiques qui sont son domaine de prédilection. Il donne plusieurs exemples venant appuyer sa loi. Il part également sur d'autres contrées où il évoque notamment le choix du nom d'une planète. Nous sommes en Angleterre en 1781 et William Herschel découvre une nouvelle planète dans notre système solaire. Il a voulu la nommer Georgium Sidus, en honneur à son roi prénommé George III. Malheureusement pour lui, les continentaux n'en ont pas voulu. Un Français du nom de Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande propose tout simplement de nommer la planète du nom de son découvreur, c'est-à-dire Herschel. Mais vu que les planètes sont nommées d'après des divinités romaines et pas avec des noms de simples mortels, ça semble poser problème. Ainsi, l'astronome allemand Johann Elert Bode suggéra le nom d'Uranus. Encore une découverte qui ne porte pas le nom de son auteur. Le statisticien Stigler va également apporter plusieurs explications à ces phénomènes de découverte, qui sont parfois mal appropriés. Il a dit que selon lui, généralement les lois scientifiques n'ont pas été nommées avec le nom de leurs auteurs, mais avec le nom d'un physicien qui le méritait, afin que son nom reste dans l'histoire, une sorte de remerciement, de mérite pour les travaux qu'il a faits. Une sorte de consécration qui n'a donc aucun lien de temps et de lieu avec les véritables auteurs. Ce qu'il énonce pour les lois datant d'un autre temps me semble plausible, mais je reste quelque peu perplexe pour les nommages assez récents. Plusieurs variables sont parfois en jeu. Pour appuyer ses dires, il va étudier les recherches et publications mathématiques concernant les statistiques entre 1816 et 1976. Il va regarder si les auteurs des publications vont faire référence aux auteurs originaux concernant certaines lois de statistiques ou tout simplement les omettre, et ainsi potentiellement s'adjuger leur travail, ce qui peut conduire à d'éventuelles erreurs de nommage. Sur 80 publications retenues, seulement 24 font des références dites éponymes. C'est beaucoup trop peu. Forcément, la loi de Stigler ne s'applique pas à toutes les découvertes scientifiques. Il existe bien évidemment des exceptions. Le principe d'Archimède nous vient bien d'Archimède et les lois de Kepler nous viennent bien du physicien Johannes Kepler. Il y a de nombreux exemples de théories qui ont le bon nom, mais à vue de pif, malheureusement, elles sont moins nombreuses que les lois avec un mauvais nom.
Alors moi j'aurais une question, est-ce qu'au moins il a fait les choses correctement? C'est-à-dire que vu qu'il a nommé la loi avec son nom, normalement c'est pas lui qui a découvert la chose. Alors, malheureusement oui, cette loi est le parfait exemple de ce qu'elle énonce, car ce n'est pas lui qui est à l'origine de cette découverte, mais plutôt le sociologue Robert King Merton. Il fut le premier à en parler dans un livre, mais M. Stigler n'était pas forcément d'accord sur tout, et a voulu apporter des éclaircissements et des interprétations aux travaux de M. Merton. D'ailleurs, ils vont correspondre et M. Merton va lui préciser une petite chose sur laquelle cette loi ne marche absolument pas. La relativité générale. Non mais bon, bref, remettons les choses au clair. C'est M. Einstein qui a découvert la relativité générale et restreinte. Pas ton monsieur général. Ah merde. Ah bah cette loi de Stigler, elle marche bien du coup alors. Bien vu, bien vu. Oui, mais non. Jamais personne n'a contesté les découvertes d'Einstein. Ton monsieur général, je ne sais pas qui c'est, mais il n'a pas contribué à la relativité générale. Bon, bref. Comme je l'ai dit avant d'être une nouvelle fois interrompu, il existe une exception. Le nommage des unités scientifiques. C'est une pratique qui a été institutionnalisée par, je cite, le biais des bureaux de normes ou de commissions de nomenclature. Bien que ces commissions recherchent un appariement approprié des individus et des unités, elles visent surtout la commémoration générale de l'excellence plutôt que l'étiquetage des unités par le nom de leurs inventeurs. Nous avons ainsi beaucoup de nommages des unités par le nom de leur inventeur. Mais il arrive que cela ne soit pas le cas pour diverses raisons. Par exemple, l'ampère vient bien du physicien Ampère, alors que d'autres mesures comme le gramme ou la seconde sont plutôt des références à des mots latins ou grecs. Mais les noms associés sont quasiment toujours le nom de leurs inventeurs. Alors il me vient une dernière petite question. Est-ce que Monsieur Stigler a pensé au rôle des femmes? Parce que selon les époques, ça peut jouer, non? Alors je vois où tu veux en venir. On l'appelle l'effet Matilda. C'est un effet trouvé par Margaret Rossiter qui s'est basé sur les travaux de Merton, toujours le même. En effet, Merton s'est étonné de voir que parfois les femmes sont moins mises en avant que les hommes sur les papiers scientifiques. L'effet Matilda va un petit peu plus loin sur la contribution des femmes aux publications scientifiques, où selon les époques, leurs noms sont juste mis dans les remerciements en fin de page. Le fait qu'une théorie ou une loi vienne d'un homme, selon les époques, peut paraître un peu plus pertinent et important que si elle vient d'une femme. Ce qui n'est bien sûr pas vrai, mais qui vient plus ou moins entrer dans la considération pour la loi de Stigler, où l'auteur original serait une femme. Bon, on aurait tendance à y mettre plutôt le nom d'un homme, ce qui est, je pense, moins le cas aujourd'hui, mais bon. Bref, maintenant vous le savez, émettez des réserves quand vous apprenez une loi scientifique, elle porte rarement le nom de son auteur original. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, de commenter si vous avez des questions, des remarques, de partager, de cliquer sur la cloche et de vous abonner à YouTube quoi. D'ailleurs, petit erratum parce que sur ma dernière vidéo, sachez-le, concernant la guillotine, une erreur impardonnable s'est glissée. J'ai dit que Louis XVI était le fils de Louis XV, ce qui est complètement faux. Louis XIV et Louis XV ont eu les deux règnes les plus longs de France et ce ne sont pas leurs enfants qui sont montés sur le trône. Louis XVI n'était que le petit-fils de Louis XV. Bon, voilà. Désolé pour cette erreur. Ah bah bravo, je ne te félicite pas. Des fois j'ai l'impression d'en savoir plus que lui. Non, ça c'était pas une blague, je vous vois rire mais non. D'ailleurs ça me fait penser que l'autre jour j'ai fait une petite expérience scientifique. J'ai pris une sauterelle, je l'ai posée sur une table et je lui ai dit « saute !» Elle a sauté. Alors j'ai essayé de reproduire plusieurs fois l'expérience parce qu'on dit toujours qu'il faut qu'une expérience soit reproductible et puis à chaque fois elle sautait. Et puis du coup je me suis dit bah maintenant je vais lui couper les pattes. Donc je lui coupe les pattes, je la repose sur la table et je lui dis « saute !» Et là bah elle a pas sauté. Du coup j'en ai déduit que quand on coupe les pattes à une sauterelle, elle devient sourde. Enfin elles deviennent sourdes. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Bon bah merci à vous. Fin de tournage.